On savait qu'on avait fait un beau deal, on savait que c'était intéressant, on n'avait pas compris ce qu'on avait fait à ce point-là. Bonjour, donc je m'appelle Pierre Véry, je suis vice-président de Grenoble-Alpes Métropole en charge de l'air, de l'énergie et du climat. Je suis par ailleurs maire de Gières, commune de 7000 habitants, des 49 communes de l'agglomération. Je suis Anne-Laure Charpenay, je travaille au sein de la direction transport de la Poste, la branche plus exactement service courrier-colis, qui est la Poste des facteurs. Je suis Virginie, donc je vis ici en région parisienne avec mon mari et mes 2 enfants. Moi je suis Sylvain Godineau, je suis le 2e adjoint de la ville de Lyon, délégué à la transition écologique et au patrimoine. Je m'appelle Jérémy Assayag, je suis dans le groupe Arkema depuis 8 ans et je suis directeur d'achat d'énergie et de décarbonation de l'énergie. Il faut savoir que le transport routier à la Poste, ça représente 39% de nos émissions de CO2. Donc des objectifs drastiques sur le transport routier, à savoir 50% de nos kilomètres doivent être faits en énergie verte à horizon 2030 et 100% en 2040. L'empreinte de nos produits, l'empreinte CO2 de nos produits devient un élément fondamental au même titre que la marge de nos produits. On a étudié la possibilité de décarboner certaines de nos lignes produits, les lignes produits qui pouvaient absorber le surcoût. Un des principaux leviers en France pour la décarbonation de la chaleur est le biométhane. Le gaz à la ville de Lyon, c'est d'abord du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage de nos bâtiments. On en a aussi un tout petit peu dans le carburant véhicule. On a quelques dizaines de véhicules au gaz naturel véhicule. Le choix d'acheter du gaz renouvelable, c'est vraiment un choix climatique. On a peu de potentiel photovoltaïque et encore moins éolien sur l'agglomération. Par contre, on fabrique du méthane avec la station d'épuration d'Aquapol. C'est apparu une évidence de pouvoir utiliser cette énergie renouvelable dans nos réseaux de chaleur pour le chauffage des bâtiments, mais également pour la mobilité. Nous avons donc choisi cette offre 100% gaz vert il y a environ 2 ans et demi au moment d'emménager dans notre nouvelle maison. À la fois pour cette offre qui nous semble écologique, pour le côté économique et économie française, puisqu'il s'agit d'un gaz produit localement. Au mandat précédent, ils avaient engagé l'achat d'électricité renouvelable, et donc assez logiquement, on s'est dit la prochaine étape, c'est le gaz renouvelable. C'est aussi pour donner une perspective, pour se dire comment on peut sortir des énergies fossiles tout en continuant à utiliser du gaz, qu'on a voulu acheter du gaz renouvelable. Alors les avantages, ils sont de plusieurs natures. Il y a d'abord des avantages opérationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les camions biogaz existent, il y a un réseau de stations qui existe également, et il y a des transporteurs qui roulent déjà au bio-GNC en France. Donc c'est une technologie connue pour nos transporteurs, et donc plus rassurante. On n'émet plus de CO2 puisqu'on le neutralise, puisqu'on le produit. On n'émet plus d'oxyde d'azote, donc par rapport au diesel et dans la mise en œuvre de nos zones à faible émission, c'est ce que l'on combat pour améliorer la qualité de l'air dans l'agglomération. On a un petit peu étudié les prix et on s'est assez rapidement rendu compte que finalement la différence de prix, certes, existait, mais était assez minime. On a fixé un seuil acceptable de surcoût, on va dire, pour cet engagement de la ville. Et puis évidemment, comme il n'y a pas de changement de technique dans les chaufferies, c'était très facile. La Poste s'est engagée à accompagner et compenser financièrement ces transporteurs quand ils vont vers une démarche biogaz qu'on leur demande. On a choisi de flécher en fait ce gaz renouvelable dans 37 de nos grands équipements qui reçoivent du public. Donc l'hôtel de ville, par exemple, a une petite plaque qui dit ici on se chauffe au biogaz, qui ressemble à ça. Donc l'idée c'était de faire savoir aux usagers de la ville de Lyon que le bâtiment est chauffé au gaz renouvelable. Vous voyez qu'on a choisi de dire biogaz parce qu'on a trouvé que c'était plus facile. On n'a pas mis biométhane. On a eu un retour extraordinaire où les gens sont venus nous questionner avec une question simple, c'est comment vous avez réussi là où d'autres ont échoué? La décarbonation, d'une manière générale, c'est un voyage au long cours, et donc il faut être à la fois patient et à la fois il faut pousser pour accélérer parce que la planète n'attend pas. En ce qui concerne le biogaz, on fait 10 fois plus de kilomètres verts entre 2023 et 2022. C'est encore pas suffisant, dans la mesure où la Poste fait tous les ans environ 340 millions de kilomètres, donc on voit que le x10 c'est bien, mais il y a encore beaucoup de travail à faire avec nos 600 transporteurs. Donc on continue à promouvoir à la fois le biogaz sur la mobilité. On va continuer bien sûr à l'utiliser sur la partie chauffage des bâtiments. Dans notre métropole, on a près de 60 000 logements équipés au gaz, donc il va quand même falloir trouver des solutions pour conserver une partie de ces équipements. Donc il y a encore un avenir pour le gaz. Et puis moi je n'oublie pas de dire que le gaz, il a un grand avantage également, c'est son réseau.
Le réseau, il permet de stocker de l'énergie, et on sait que si on veut continuer à développer les ENR dans notre pays, il y a aussi une question de stockage quelque part. Ce qu'on espère, c'est qu'on aura des offres attractives qui nous permettront de franchir le cap directement dès 2025 sur du 100% gaz renouvelable, mais il est encore un petit peu tôt pour le dire. Le biométhane est une force pour l'Europe. On est à un moment où on n'a plus de gaz russe. On a besoin d'une indépendance énergétique. On a besoin de décarboner. Enfin, je veux dire, si le biométhane n'est pas le parfait outil pour y arriver, voilà, moi je comprends pas. Donc il faut y aller, il faut qu'on nous aide, il faut qu'on nous soutienne, il faut qu'on jette à la poubelle ce dogmatisme et qu'on remette sur la table le pragmatisme et le bon sens. Et ça marchera. Bonjour à tous et bienvenue pour le webinaire GRDF, les gaz renouvelables de la production à la décarbonation des usages. Avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Karine Serelli, responsable partenariat filière dans la cellule efficacité énergétique et réglementaire de GRDF, le pôle CEGIBAT. Et donc, avant de présenter les accompagnants et les intervenants, je vais rappeler quelques règles. Donc, ce webinaire sera filmé, il y aura un replay et n'hésitez pas à interagir et à poser vos questions en direct dans le chat de Webikeo. Nous en sélectionnerons quelques-unes en fin de webinaire et les questions auxquelles nous n'aurons pas répondu feront l'objet d'un article où vous retrouverez également le support. Alors, pour ce webinaire, j'ai la chance d'être accompagnée de 4 intervenants. Tout d'abord, 2 intervenants extérieurs que je remercie encore pour leur participation. Monsieur Laurent Favreau, président du CIDEV, syndicat d'énergie de Vendée. Bonjour Laurent. Bonjour. Monsieur Grégoire Charpentier, directeur général du bailleur social Famille et Provence, qui nous vient du sud de la France. Bonjour Grégoire. Bonjour à toutes et à tous. Et 2 experts, respectivement de GRDF et CEGIBAT, j'ai nommé Vincent et Younes. Bonjour. Bonjour. Et donc, c'est parti. Nous sommes ensemble pour 1h15 de webinaire. Le webinaire va s'articuler autour de 4 parties. Nous allons parler, dans un premier temps, avec Vincent, de la définition de ce qu'est le gaz renouvelable, de quoi parle-t-on, où en est-on et les perspectives, après avoir donné un petit rappel de contexte. Et nous allons voir en quoi le gaz est indispensable dans le mix énergétique français. Dans une partie numéro 2, nous verrons avec Younes qu'est-ce qu'une garantie d'origine et comment la consommer au travers de mécanismes qui seront illustrés via les 2 témoignages de nos 2 intervenants extérieurs, M. Charpentier et M. Favreau. Et enfin, nous reviendrons avec Vincent sur l'avenir et les gaz renouvelables de seconde génération. Un beau programme en perspective. Et donc, c'est parti. Donc, Vincent, donc merci d'être parmi nous. Peux-tu, avant de rentrer dans la définition du gaz renouvelable, nous impliquer un petit peu, nous expliquer les éléments en quoi le gaz est indispensable au mix énergétique français aujourd'hui? Bien sûr, merci Karine pour cette introduction. Je vous propose effectivement de prendre d'abord un petit peu de hauteur sur notre mix énergétique global français. On a eu un petit épisode de froid là, il y a quelques jours, et quand on va sur le site de RTE, sur l'application Ecotomix que je vous conseille, on peut voir qu'il y a eu une pointe de consommation le 10 janvier à 19h sur le réseau électrique à 83,7 gigawattheures. Donc c'est déjà plus haut que la pointe de consommation de 2023. Et au même moment, la puissance fournie par le réseau et le système gazier était de près de 110 gigawattheures. Donc ce simple point-là vous illustre en fait le rôle clé, la place majeure que joue l'ensemble de l'infrastructure gazière pour la tenue de notre système énergétique. Tout ça, c'est simplement faisable grâce, comme je vous le disais, à cette infrastructure, c'est-à-dire à la fois des stockages, près de 130 TWh de stockage, un réseau de transport et un réseau de distribution qui maille l'ensemble du territoire et qui permet de fournir les plus de 11 millions de clients, en tout cas connectés au réseau de GRDF. Donc, le gaz est aujourd'hui un pilier de notre système énergétique et va continuer à l'être dans le futur. Alors, peut-être Karine, tu me diras, il y a des mais, non? C'est ça, je me dis, c'est trop beau pour être vrai, y a-t-il un mais et quel est-il? Voilà, il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. On peut commencer par un premier qui a trait à la souveraineté.
le gaz aujourd'hui est en grande majorité encore du gaz fossile importé. Et donc, il y a une très forte dépendance à des pays voisins ou plus lointains pour notre fourniture en gaz. Donc, le 1er mai, c'est un mai relatif à la souveraineté. Le 2e mai, il est relatif à un sujet qui nous touche bien évidemment énormément, qui est trait au changement climatique. Aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est principalement du gaz naturel fossile qui véhicule dans le réseau. Ce gaz naturel fossile est issu de l'exploration de ressources de carbone qui ont été stockées il y a des millions d'années. Et quand on brûle ce gaz, eh bien, on rejette dans l'atmosphère un CO2, un carbone fossile qui a été stocké il y a des millions d'années. Et c'est ce qui crée, c'est ce qui génère le dérèglement climatique avec l'augmentation des concentrations de CO2 dans notre atmosphère. Et vous pouvez le voir, ça se mesure avec un paramètre un petit peu technique qui s'appelle un facteur d'émission que vous pouvez trouver dans des bases de référence comme la base empreinte de l'ADEME. Et le facteur d'émission aujourd'hui du gaz fossile, du gaz véhiculé dans les réseaux, il est de 239 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, donc pas du tout négligeable. Face à ce 2e mai, il y a une partie de la solution qui peut être apportée par les gaz renouvelables, et en particulier celui de la méthanisation, où là, cette fois-ci, on ne va pas utiliser du carbone fossile, on va utiliser du carbone de la biomasse agricole, un carbone qui a été stocké par une plante sur un cycle court. Et là, on produit un gaz qui, une fois qu'il est brûlé, relargué dans l'atmosphère, et ce CO2, c'est du CO2 biogénique qui a été capté 1 an ou 2 ans avant par la plante, et donc il ne contribue pas à l'émission de gaz à effet de serre. En revanche, on continue quand même à consommer un petit peu d'énergie, et donc il n'est pas neutre. Quand on va dans la base empreinte de l'ADEME, on voit que le facteur d'émission du biométhane aujourd'hui, il sort à 44 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc c'est pas neutre, mais c'est quand même beaucoup plus performant en termes de performance climatique que le gaz naturel. Voilà, vous avez un facteur 5 sur ce sujet. Donc voilà, 2 mai, problématique de souveraineté, problématique liée à l'émission de gaz à effet de serre, et les gaz renouvelables produits localement peuvent être une réponse, une solution à cet aspect. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aller effectivement dans le processus de la méthanisation plus en détail? Parce que ça nous donne vraiment envie de mieux connaître cette énergie renouvelable. Alors voilà, une petite représentation simplifiée de comment fonctionne une unité de méthanisation. Alors la méthanisation, c'est quelque chose qui est très très vieux, hein. Ça fait plusieurs dizaines, alors on peut même remonter à plusieurs centaines d'années, mais voilà, le processus en lui-même de méthanisation consiste à récupérer des matières organiques, donc fermentescibles, produites dans le territoire. Ça peut être des déchets issus d'une ferme directement, des déchets de récolte, des résidus de culture, ce genre de choses. Ça peut être des déchets issus d'industries agroalimentaires. Et ça, vous le mettez dans une enceinte fermée. Donc voilà, et naturellement, un processus biologique va se mettre en œuvre. Lorsque vous mettez ça dans une enceinte fermée en absence d'oxygène, en chauffant un tout petit peu au début, et puis après, il n'y a presque pas besoin de chauffer puisque la réaction s'entretient toute seule, en brassant, un consortium de bactéries va naturellement digérer la matière, et en digérant cette matière, elle va vous produire un biogaz qui, une fois épuré, a les mêmes caractéristiques que le gaz fossile en termes de pouvoir calorifique, par exemple. Et donc, on l'injecte dans le réseau grâce à l'intervention, pour le coup, de GRDF, où nous raccordons et nous fournissons le poste d'injection. Et le deuxième élément qui sort de ces digesteurs, c'est cette biomasse, cette matière. Près de 90% en fait, de la matière ressort sous la forme d'un digestat, donc ce résidu, qui a une très forte valeur, un très fort intérêt pour le monde agricole, puisque c'est un fertilisant très intéressant qui peut potentiellement remplacer de la fertilisation fossile. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les intrants? Y a-t-il de la ressource pour produire ce gaz renouvelable? Effectivement, ça c'est le nerf de la guerre et le sujet de la biomasse, de la ressource nécessaire pour produire de l'énergie est beaucoup dans l'air du temps et beaucoup discuté aujourd'hui. La ressource, elle est gigantesque. Quand on fait factuellement la somme de ce qu'il est possible de produire, de collecter sur l'ensemble du territoire, on arrive à des potentiels. Voilà, vous avez là 142 TWh potentiellement de matière organique méthanisable et donc de production de biométhane. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette ressource-là, c'est une ressource qui n'est pas aujourd'hui utilisée, et même dans le futur, qui ne sera pas utilisée pour la production d'autres énergies. Si je prends par exemple les effluents d'élevage,
la méthanisation est aujourd'hui la seule technologie qui permet d'exploiter le potentiel énergétique de ces effluents d'élevage, réduisant par là même d'autant l'impact climatique de l'agriculture, parce qu'en temps normal, ces effluents d'élevage qui sont stockés longtemps au champ ou en faux salisier émettent des gaz à effet de serre. Là, au lieu de les stocker longtemps et qu'ils émettent leurs gaz à effet de serre, on les introduit directement dans le digesteur et on récupère leur gaz. Donc, pas de concurrence ou très peu de concurrence sur la plupart des biomasses caractéristiques utilisées pour faire de la méthanisation. De la même manière, pour ce qu'on appelle les cives, c'est une culture intermédiaire à vocation énergétique. Aujourd'hui, seule la méthanisation est en mesure de les valoriser. Et puis, le dernier petit thème sur lequel qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question des herbes et des fourrages. Aujourd'hui, l'herbe de prairie, lorsqu'il y a des surplus et que le monde de l'élevage est bien évidemment suffisamment servi, c'est-à-dire qu'il y a assez à manger pour les bêtes, et on peut tout à fait orienter de l'herbe de prairie en méthanisation. Et ça, pareil, il n'y a pas d'autres technologies qui sont en mesure d'exploiter ces biomasses. Donc des potentiels considérables avec lesquels il y a très peu de concurrence. Puis si vous avez d'autres questions sur la manière dont sont construits ces potentiels, notamment sur la résilience au changement climatique, je serais ravi de répondre éventuellement à des questions sur ce sujet. Merci beaucoup Vincent, c'est très intéressant tout ce que tu nous racontes, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le nombre de stations, la dynamique en France? Tout à fait, vous le voyez sur cette série de cartes là, on est sur une filière qui est très très dynamique. Ça a mis la première station de méthanisation en injection était sur une station de traitement des eaux urbaines en 2011. La première station agricole, la première unité de méthanisation agricole a été mise en service en 2013. Donc derrière moi, vous voyez, on a fêté les 10 ans l'année dernière de la méthanisation agricole en injection. Et depuis 2018, il y a un très fort développement avec en moyenne près de 100 à 140 unités de méthanisation mises en service. Donc un très beau développement, 652 unités de méthanisation à date ou qui injectent en tout cas dans le réseau GRDF. Et ça commence à représenter des potentiels de production et des productions non négligeables. Vous voyez 12 TWh de production potentielle. Pour donner une image, c'est l'équivalent de la production de réacteurs nucléaires. Voilà. Et si on veut un autre équivalent, vous avez l'équivalent en nombre de logements neufs chauffés, 3 millions. Et ce qui fait qu'on commence en moyenne au global à avoir une part de biométhane dans le gaz distribué qui est de l'ordre de 3%. Et ça monte très vite. On voit qu'effectivement, la dynamique passée et présente est très forte. Peux-tu nous donner une vision sur l'avenir? Alors la vision sur l'avenir, il y a également les pouvoirs publics et l'administration qui se chargent d'organiser ça. Et on a eu une consultation publique très intéressante à la fin de l'année dernière, donc sur cette fameuse stratégie française énergie-climat, avec des objectifs et des ambitions assez fortes qui ont été annoncées. Pour l'horizon 2030, vous le voyez, donc aujourd'hui une capacité d'injection de 12 TWh, je vous le rappelle, et là ce qui se précise comme objectif dans la future programmation pluriannuelle de l'énergie, ce serait un objectif à hauteur de 50 TWh, donc près de 15% de gaz de biométhane dans la fourniture. Donc des ambitions très fortes, avec une filière qui peut tout à fait le réaliser. Vous voyez la dynamique de développement sur les territoires, et on sait le faire, on a su le faire ces 4-5 dernières années, et on sera ravis d'atteindre ces ambitions à l'horizon 2030. Merci beaucoup, Vincent. Donc, on voit qu'on a besoin de tous pour arriver à ces objectifs, y compris de la volonté des pouvoirs publics, indispensable. Donc, maintenant, je vous propose d'attaquer la partie numéro 2 de ce webinaire avec Younes, qui va nous parler des mécanismes de consommation de ce gaz vert, dont on a tout compris grâce à Vincent. Mais avant de parler des mécanismes, tu vas nous décrypter ensemble une notion, un concept très important qui s'appelle la garantie d'origine. À toi, Younes, qu'est-ce que c'est que cette garantie d'origine et à quoi sert-elle? Oui, en effet, merci Karine. Effectivement, la garantie d'origine et plus généralement le principe du mécanisme de garantie d'origine est très important quand on parle de biométhane. Comme le disait Vincent juste avant, finalement, le biométhane et le gaz naturel partagent la même infrastructure de réseau. C'est la même molécule qui a les mêmes propriétés physiques, qui adresse donc les mêmes usages, à savoir la cuisson, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, les usages des industriels également, la mobilité,
Et donc, à ce titre-là, on ne peut pas différencier physiquement une molécule de biométhane d'une molécule de gaz fossile dans les réseaux, puisqu'ils partagent les mêmes infrastructures. Alors, une solution aurait pu être de décider de construire un réseau parallèle de distribution de gaz. Alors, le réseau de distribution de gaz, c'est 200 000 km de canalisation, sans parler du réseau de transport derrière. C'est des infrastructures complexes et coûteuses qui sont encore tout à fait fonctionnelles. Et donc, d'un point de vue purement économique, le choix a plutôt été fait de partager, de mutualiser les infrastructures existantes. Et donc, pour garantir le fait qu'un consommateur consomme effectivement du gaz renouvelable, donc du biométhane, il a été mis en place ce qu'on appelle le mécanisme des garanties d'origine. Une garantie d'origine permet donc d'assurer la traçabilité du biométhane et finalement décorrèle l'injection du gaz renouvelable d'un côté et sa consommation. Donc elle est émise par le registre national du registre des garanties d'origine et chaque garantie d'origine émise sur le registre correspond à 1 MWh de gaz renouvelable qui a été produit. Et cette garantie d'origine, elle embarque avec elle un certain nombre d'informations, notamment par exemple le lieu de production, la date d'injection, et une fois qu'elle est consommée, elle est détruite. Et donc c'est très important d'avoir ça en tête. Et pour schématiser la vie d'une garantie d'origine qui est créée à partir à la sortie d'un méthaniseur, finalement on a cette garantie d'origine qui est créée au moment où elle est injectée, donc au niveau du poste d'injection. Elle est donc créée dans ce qu'on appelle le registre des garanties d'origine, qu'on peut voir de manière très schématique et comme un grand livre de compte qui compte finalement tout ce qui est produit en termes de garantie d'origine à l'échelle française. Cette garantie d'origine, elle circule sur le réseau de distribution de gaz jusqu'à être consommée par un client final, un consommateur final. Et lorsqu'elle est consommée, il y a émission de ce qu'on appelle un certificat de consommation des garanties d'origine. C'est en quelque sorte la carte d'identité de la garantie d'origine qui intègre la totalité des informations qu'elle véhicule, à savoir tout ce que je viens de dire, où est-ce qu'elle a été produite, quand est-ce qu'elle a été produite, quelle est sa durée de vie, etc. Et une fois qu'elle est consommée, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle détruite, on détruit la garantie d'origine, et tout cela se passe exclusivement finalement dans le registre des garanties d'origine, qui est une délégation de service public, qui est aujourd'hui pilotée par une société qui s'appelle EX, qui a donc une mission de service public pour faire cela, et ça garantit finalement à la fois qu'une garantie d'origine produite, consommée, elle a été effectivement produite, et ça garantit également qu'on ne puisse pas compter 2 fois une garantie d'origine dans le registre. Donc c'est absolument nécessaire pour accompagner la montée en puissance du gaz vert. En 2050, on aura 100% de gaz vert dans le réseau, donc on ne se posera plus la question. Se raccorder au réseau de gaz en 2050, ce sera synonyme de consommer du gaz vert et on ne se posera plus la question. Mais entre maintenant et 2050, il est nécessaire d'accompagner cette transition et de permettre aux personnes, aux consommateurs qui souhaitent réellement consommer du biométhane, de pouvoir effectivement le prouver au travers de ce mécanisme de garantie d'origine. Merci beaucoup, Younes. Ce qui est important et fascinant dans ce que tu dis, c'est que c'est la même molécule. Et donc, ce biométhane circule dans le réseau de gaz. Donc, n'importe quel client raccordé à ce réseau de gaz peut d'ores et déjà consommer du gaz renouvelable. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, maintenant qu'on a bien compris la garantie d'origine, on va voir avec toi les mécanismes. Donc, comment on fait pour consommer cette énergie renouvelable concrètement? Alors, effectivement, on va voir 4 grands mécanismes de consommation de gaz renouvelable. Plus précisément, on va en voir 3. Il y a tout d'abord une première catégorie qui consiste à acheter la garantie d'origine qui a été produite. Donc, on peut l'acheter soit via un contrat gaz vert, soit acheter directement la garantie d'origine. Et on va voir très vite quelle est la différence. Et puis, il y a ce qu'on appelle les contrats de gré à gré entre un producteur et un consommateur. Et là, il y a 2 mécanismes qui existent aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le Biogas Purchase Agreement, le BPA. C'est un contrat d'achat à long terme entre un producteur et un consommateur. Celui-ci, nous n'allons pas le voir dans le cadre de ce webinaire, puisqu'en fait, la question a été traitée par nos collègues qui sont plutôt sur le marché de l'industrie en décembre dernier. Donc, je vous invite, qui ont fait un webinaire sur ce sujet. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par le BPA, à aller plutôt regarder leur webinaire qui traite de la question. Et il y a un second sujet qui concerne l'autoconsommation collective de gaz renouvelable, qui est un mécanisme très récent, dont on va également parler. Donc, le premier mécanisme, c'est l'achat de garantie d'origine. C'est finalement le mécanisme sans doute le plus simple, également le plus mature,
le principe, c'est qu'un consommateur final, quel qu'il soit, peut acheter via son fournisseur, peut souscrire un contrat gaz vert. Ce contrat gaz vert, c'est une molécule de gaz et une garantie d'origine. Avec ce fonctionnement, le consommateur est donc assuré de consommer effectivement du gaz renouvelable au travers de ce mécanisme. Donc c'est assez simple finalement, et c'est d'ailleurs assez facile d'intercomparer les offres de gaz renouvelables et même avec les offres de gaz fossiles sur le site du Médiateur national de l'énergie, qui est un site gouvernemental, qui intercompare la totalité des offres disponibles, pas que gaz renouvelable, qui intercompare les offres de gaz renouvelable et de gaz fossile, qui est plutôt très bien fait. Donc, je vous invite à vous y rendre. J'ai fait un exemple pour ce webinaire. J'ai pris l'exemple d'une consommation de 100 MWh par an, qui correspond à peu près à 20 logements neufs. Et j'ai affiché sur la partie basse de la slide le prix, ce qu'on appelle le prix repère, puisqu'en fait, la Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois ce qu'on appelle le prix repère, et donc ce qui correspond à anciennement ce qui était le tarif réglementé de gaz, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc le tarif repère pour janvier sur du gaz fossile à 100%, donc pas de gaz vert, vous le voyez ici, c'est 11 207 € pour cette consommation-là. Et la même consommation adressée avec un fournisseur qui propose une offre 100% de gaz vert français, c'est 6% de plus. Donc vous voyez qu'effectivement, ça coûte un petit peu plus cher, mais ce n'est pas extrêmement plus cher, ce n'est pas 2 fois plus cher. On est vraiment sur un ordre de grandeur relativement faible, qui évolue avec le temps, qui peut évoluer à la baisse, parfois un peu à la hausse. En tout cas, aujourd'hui, là, sur cette simulation que j'ai réalisée il y a un peu moins d'une semaine, voilà, c'était 6% supplémentaire par rapport à une offre de gaz fossile pour consommer du gaz vert à 100% français. Et le second mécanisme qui consiste, second mécanisme de consommation de garantie d'origine, c'est l'achat direct de garantie d'origine sur le registre. Alors, avec le registre, il y a eu une modification dans le registre récemment, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent ce mécanisme au travers de son ancienne appellation qui s'appelait le compte acheteur non fournisseur. Aujourd'hui, il ne s'appelle plus comme ça, mais le principe reste le même. Le principe, c'est d'acheter directement la garantie d'origine directement sur le registre. Finalement, quelle est la différence avec le contrat gaz vert qu'on vient de voir? Le contrat gaz vert, c'est un package, une molécule, plus une garantie d'origine qu'on achète directement à un fournisseur. Dans le cas de l'achat direct de la garantie d'origine sur le registre, on se retrouve finalement avec 2 fournisseurs. Un fournisseur de gaz, d'un côté, et un autre fournisseur, qui peut être le même ou un fournisseur différent, de garantie d'origine uniquement, auquel on aura acheté de la garantie d'origine au travers du registre des garanties d'origine. Merci beaucoup, Younes. Et donc, je vous propose, sans plus tarder, de passer au premier témoignage qui va justement illustrer les 2 premiers mécanismes expliqués par Younes. Et donc, Grégoire Charpentier, directeur général du bailleur social Famille et Provence, nous a fait l'honneur et le plaisir d'être présent avec nous aujourd'hui. Et donc, avant de rentrer un peu dans le détail, je voudrais que vous parliez d'un dispositif unique en France. Donc, petit coucou aux équipes de la région Sud-Est au passage, qui s'appelle Smart Avenir Énergie. Grégoire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est ce dispositif unique en France? Voilà, je vais commencer par vous remercier de nous avoir donné la possibilité de mettre en lumière un peu ces actions. On parle souvent des bailleurs sociaux en termes pas toujours très honorables, donc c'est bien un peu parfois de pouvoir participer à leur réhabilitation. On fait des belles choses, et notamment dans les belles choses qu'on fait, donc on loge des gens, mais on s'occupe aussi un peu de la planète. Donc on a à l'écran le dispositif Smart Avenir, qui est quelque chose qui est tout à fait spécifique au territoire du Sud-Est, qui rassemble un collectif d'acteurs. Si on passe sur la slide suivante, on va les découvrir, et on en voit notamment 2 qui me tiennent à cœur. Il y a l'association régionale HLM, qui fédère les organismes HLM de la région Sud-Est, et Habitat en région Sud-Est, donc qui est une SAC, une société anonyme de coordination, qui regroupe des sociétés qui sont détenues par le groupe Habitat en région, lui-même détenu par les caisses d'épargne. Donc on retrouve cette connotation rouge un peu dans notre logo. Et on a fait adhérer cette SAC au collectif Smart Avenir, on est les seuls à l'avoir fait, et de son côté, Famille et Provence, donc, qui est un partenaire du dispositif Smart Avenir. Smart Avenir, c'est un collectif donc, qui a comme vocation de la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique dans la décarbonation du bâtiment.
Donc on voit que c'est quelque chose qui monte un peu en puissance aujourd'hui dans les différents discours qu'on entend, le territoire bas carbone. Je pense qu'on est pas mal sur la présentation de Smart Avenir. Donc la sobriété beaucoup. Et l'efficacité, oui. On va y revenir tout à l'heure. Donc oui. C'est la première démarche souvent qu'on fait, c'est commencer par rechercher la sobriété, baisser la consommation grâce à des réhabilitations très volontaristes et qui sont de gros investissements. L'indépendance énergétique, on en a parlé juste avant avec Younes qui nous a dit effectivement c'était peut-être Vincent, un des deux mets qu'il y avait dans le gaz aujourd'hui. Le mix énergétique qui est renouvelable, donc tout ne passe pas par le gaz, mais tout ne passe pas par l'électricité non plus. Et l'évolutivité et la soutenabilité, surtout la soutenabilité financière pour les organismes de logements sociaux, pour lesquels ces objectifs de décarbonation sont vraiment très impactantes dans nos business models sur les 10 et les 20 années qui viennent. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je vous propose de mettre une petite slide de présentation de votre structure Famille et Provence. Tout à fait. Donc Famille et Provence, donc on est une des sociétés donc, du groupe Habitat en région Sud-Est. Du groupe Habitat en région détenu par BPCE Caisse d'Épargne, on est intégré dans la SAC, 100 000 logements dans le sud-est, ce qui fait de nous, je pense, la SAC la plus importante au niveau du volume de logements gérés. Si on revient juste sur Famille et Provence, donc on a 8 500 logements sur 80 communes, ces 8 500, on en a 4 800 sur le Pays d'Aix, ce qui fait, on dit souvent de nous qu'on est un peu le bailleur social aixois. On a un développement qui est assez soutenu quand même rapporté à notre taille, 150 à 200 logements par an. Réhabilitation, on a toujours été au rendez-vous, comme beaucoup de bailleurs sociaux. On a un patrimoine qui est quand même bien entretenu et qui est réhabilité régulièrement. Les passoires thermiques ne sont pas dans notre patrimoine, mais plutôt dans le patrimoine privé. Notre spécificité, donc, c'est l'innovation et la proximité, comme c'est écrit. On est pour une société de notre taille, on a une direction d'innovation sociale, ce qui est un peu un marqueur fort de l'importance qu'on donne à ces valeurs. Une forte présence sur le terrain avec des gestionnaires d'immeubles, une proximité avec les locataires et les collectivités, ce qui nous permet d'avoir remporté pour la première fois où il a été mis en jeu le trophée de la satisfaction locataire qui a été donné par l'association régionale HLM du Sud-Est et avec un taux de satisfaction de 86%. Depuis octobre 2023, on est société à mission et dans le cadre de cette société à mission, on a 4 piliers d'investissement, une culture de l'entreprise partagée, un développement social, un habitat diversifié et adapté, et bien évidemment, le quatrième pilier qui va plus nous intéresser aujourd'hui, c'est l'environnement. Donc, on voit un engagement fort et aujourd'hui vraiment inscrit dans le marbre parce que ça a été une modification statutaire et donc dans nos nouveaux statuts, donc on a vraiment l'intégration du volet environnemental dans notre activité. On va élaborer un nouveau PSP en 2024 avec bien évidemment, vous allez un peu vite sur les slides, Karine, hein, laissez-moi parler quand même, hein, avec l'élaboration d'un nouveau PSP qui va prendre en compte des enjeux de décarbonation. Et c'est là où je vous disais que c'est un peu stressant quand on commence à mettre les millions d'euros qu'il y a en face de ces objectifs de décarbonation. C'est quand même quelque chose de très important. On a environ la moitié de notre parc qui est alimenté en gaz aujourd'hui. 1200, on le verra un peu après, qui sont sur des installations collectives et environ un peu plus de 3000 sur des installations de chaudière gaz individuelles. Donc, si on suit les objectifs de l'État qui dit le gaz, c'est terminé, les gars, vous oubliez, vous passez tout à l'électricité, bah, ça va faire des enjeux financiers colossaux. Et on préfère quand même rechercher toujours le mix. La solution ne sera pas unique, on est certain, sur la décarbonation. Mais en tout cas, elle ne va pas passer complètement par la suppression de nos installations gaz. Et moi, je préfère toujours un peu cette notion du faire avec le déjà là, quoi. Comme le disait, je crois que c'était Vincent encore tout à l'heure qui disait, ou c'est Younes qui disait, on mutualisé les réseaux de gaz pour ne pas en créer un nouveau, pour mettre juste le biogaz d'un côté et le gaz fossile de l'autre. Ben, nous, on va essayer de faire tout ça avec nos installations déjà existantes et de faire en sorte quand même de décarboner un peu notre énergie. Merci Grégoire. Cette fois-ci, je peux passer à la prochaine. Donc, vous avez tenu à nous partager 2 retours d'expérience. Le premier, qui a un axe fort de décarbonation de votre parc collectif existant, concerne donc les chaufferies. Vous avez fait appel à un contrat en 10% de gaz vert, dont vous allez nous parler tout de suite. Tout à fait. Alors, on a lancé, alors déjà, il faut savoir que quand on lance un appel d'offres sur la fourniture et l'installation de nos installations, on a 3 références, P1, P2, P3, donc c'est détaillé en dessous.
P1, la fourniture en énergie, P2, la maintenance et P3, le remplacement. On est dans un groupe qui avait décidé de faire un appel d'offres national pour la fourniture en énergie, donc le fameux P1, en se disant que big is beautiful et plus on est nombreux à se rassembler pour négocier la fourniture d'un fluide, plus intéressantes seront les réponses. Nous, on a souhaité garder le P1 dans nos différents contrats à la charge de l'exploitant, en partant du principe que c'est des professionnels et que ça va plus les impliquer dans la maintenance et le remplacement, s'ils ont également en charge les consommations qui vont être générées par ces installations. Donc, on a négocié dans ce sens-là, donc sur 25 résidences, soit 1200 logements, ce qui est indiqué en dessous, en mettant en base une offre avec 10% de gaz vert. Et je peux remercier le groupe Engie qui a répondu favorablement et qui a emporté cet appel d'offres, qui nous a fait une offre vraiment très, très intéressante et qui nous a permis de sanctuariser ces 10% de gaz vert dans nos différentes chaufferies collectives. Merci beaucoup. Donc, la décarbonation du parc, alors là, c'est le... Alors, généralement, Damien, qui n'est pas là, il nous parle plutôt en trajet de Terre à la Lune. Là, il parle maintenant en tour de la Terre. Il a changé un peu de référence, peut-être un peu plus éco et de la consommation locale. Donc, on a 878 tonnes de CO2 qui ont été économisées sur 5 ans grâce à la passation de ce contrat qui imposait donc ces 10% de gaz renouvelable. Donc, c'est quand même quelque chose de très important et qui nous permet quand même d'aller vers l'objectif de décarbonation, même si par ailleurs, je crois qu'il y avait des questions qui allaient un peu dans ce sens-là tout à l'heure. Malheureusement, cette consommation de gaz vert n'est toujours pas prise en compte dans les calculs de DPE et il va falloir un jour ou l'autre qu'on y vienne parce que sinon, c'est totalement déloyal et c'est quelque chose qui n'est pas du tout juste en fonction vraiment de l'impact sur le climat que peuvent avoir le gaz renouvelable et l'électricité. Je partage complètement votre avis, Grégoire. Je suis sûr qu'on est beaucoup à le partager cette année. Oui. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire du lobbying, mais on sait que nos grands fournisseurs d'énergie sont un peu pas trop mauvais dans le domaine. Et là, il va falloir qu'ils soient très bons parce qu'il faut qu'on puisse réagir assez rapidement. On est face à des injonctions qui aujourd'hui nous imposent d'arrêter de poser des chaudières gaz individuelles et d'arrêter d'entretenir celles qu'on a pour prévoir leur renouvelant à terme. Ce n'est pas quelque chose de très intéressant pour les locataires qu'on a, nous, à gérer, où on va expliquer qu'on va mettre en place de nouvelles installations, donc qui vont nous coûter de l'argent et qui vont avoir pour effet de leur faire payer un prix pour se chauffer et avoir de l'eau chaude plus cher qu'avant, et pour un service qui ne sera pas forcément plus intéressant. Donc c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à expliquer. Et nous, si on arrive à ne pas dépenser trop d'argent sur ces sujets-là, c'est pas mal. Ça nous permettra de pouvoir relancer un peu la construction de logements sociaux en France, dont on parle beaucoup en ce moment, avec notre ministre. Non, on n'a pas de ministre, je crois. Hein. Peut-être notre secrétaire d'État. Non, on n'a toujours pas de secrétaire d'État. Enfin, un jour ou l'autre, on aura un représentant au gouvernement avec qui on pourra parler de la relance du logement social. Merci beaucoup pour ce premier témoignage, ce premier retour d'expérience sur le collectif très intéressant. Et donc, vous avez tenu à partager également un deuxième retour d'expérience tout à fait complémentaire, puisque cette fois-ci, on va s'intéresser aux équipements individuels. Et donc, il y a une belle résidence à Jas-de-Bouffon. Je vais vous laisser le commenter. Alors là, on était sur le volet collectif et on s'est interrogé également sur le volet individuel et voir comment on pouvait mettre en place aussi donc une décarbonation de la consommation sur ces équipements-là. Alors, on a fait les choses dans l'ordre. On a commencé par réduire la consommation de façon très importante. Donc, on a fait une réhabilitation dont je vous parlais tout à l'heure, qui a consisté à avoir un engagement de performance énergétique de moins 40% par rapport à ce qui était consommé avant, et avec un suivi vraiment réel, parce que souvent, on échafaude un peu des hypothèses qui ne sont pas confrontées à la réalité. Là, on avait 54 ambassadeurs, c'est-à-dire 54 locataires sur 733, donc c'est quand même un pourcentage assez fort, pour lesquels on a pu suivre l'évolution de la consommation avant la réhabilitation et après. Et on a pu constater qu'on était un peu au rendez-vous de ce qu'on avait imaginé. Donc des travaux assez importants avec une amélioration de l'enveloppe, des remplacements des équipements, donc des nouvelles chaudières individuelles.
il faut oser changer des chaudières individuelles aujourd'hui, hein, c'est un peu osé. Et une amélioration du confort. Donc ça n'avait pas d'impact sur la consommation, mais c'est important quand même de faire des réhabilitations dans lesquelles les locataires se retrouvent un peu avec une amélioration de leur confort quotidien. L'engagement contractuel, donc je viens de vous le dire, donc 40% de consommation réelle en moins, 54 ambassadeurs, donc je vous l'avais dit, et un résultat du suivi de la consommation sur 2 ans pour essayer de gommer un peu les effets ponctuels d'évolution de la météo, où on peut avoir une année un peu exceptionnellement chaude ou froide ou autre. Donc sur 2 ans, on arrive un peu à lisser tout ça et avoir quelque chose de plus intéressant. Ben, on a constaté qu'on n'avait pas été bon, parce qu'on a économisé 66%, là où on avait dit qu'on en économiserait 40%. Donc on a fait presque 50% de mieux par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu intégrer dès le début. Mais enfin bon, c'était plutôt une bonne nouvelle quand même, surtout pour nos locataires qui ont trouvé à des moments où les prix unitaires des différents fluides augmentaient fortement. Donc c'était venu tout à fait à point nommé. Le nouvel engagement sur 2023, donc c'était la dernière phrase que vous avez zappé un peu rapidement là, Karine, toujours dans l'action. Voilà, le nouvel engagement, donc décarboner la consommation, donc c'est le sujet sur lequel on arrive aujourd'hui, où on a fait un achat de gaz vert. Alors à l'époque, on avait utilisé le système compte acheteur non fournisseur, dont on nous a dit qu'il avait un peu évolué, qui s'appelait plus forcément de la même façon, mais c'est ça qu'on avait utilisé, et pour assurer que serait consommé 51% de gaz vert par chaque consommateur. Donc évidemment, chaque consommateur ne le sait pas, mais en revanche, sur le registre dont on a parlé tout à l'heure, il y a son nom qui est identifié avec un volume de consommation qui nous permet de justifier le volume global qu'on a acheté sur cette opération. Là, on peut changer de slide. Voilà, donc les 51% de gaz renouvelable, donc elle le retrouve là. Les 66% au lieu des 40% sur lesquels on s'était engagé. Donc d'ailleurs, ça nous avait donné, ouais, c'est ça, une récompense BDM argent sur cette opération. BDM qui est bien évidemment un des acteurs du collectif Smart Avenir. On en profite pour le rappeler à ce moment-là. Et une de nos opérations d'ailleurs qu'on avait fait, on avait été les premiers à avoir le BDM or sur une opération de logement neuf. Donc c'était quand même déjà, on est toujours un peu à la pointe de ces sujets-là chez Famille et Provence. Et là, on retrouve donc quelque chose de cher à Damien Rosina, donc 247 tours de la Terre qui ont été économisés grâce à cette opération. OK. Alors, donc là, on compare un peu les deux actions, celle qu'on a fait, les dépenses qu'on a fait pour limiter la consommation. Donc, quand on limite la consommation, on économise des tonnes de CO2. Et après, pour verdir un peu cette consommation. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on rapporte les investissements et le gain de tonnes de CO2 des deux, quoi. On a dépensé 21 millions d'euros. Alors, pas tout à fait pour gagner le CO2, parce qu'on a vu qu'il y avait un peu quand même intégré là-dedans des dépenses d'amélioration du confort qui étaient intégrées. Donc, ce n'était pas tout sur l'économie de CO2. Mais si on fait à la louche quand même, 21 millions pour 1,2 tonnes et 22 500 euros pour 254 tonnes, quoi. Vous voyez le rapport qui est colossal entre les deux. Et l'autre sujet qui est important, c'est le gain total de CO2, donc 1472 tonnes de CO2 par an, sauf que l'autre c'était sur un… Oui, non, c'est par an. C'est bien par an. On a fait notre bilan carbone il n'y a pas longtemps pour commencer à réfléchir un peu à ce qui allait se passer dans l'avenir et quels étaient nos objectifs d'économie de tonnes de CO2. On est aujourd'hui sur un volume annuel, je crois, qui est de 26 000 tonnes de CO2. Donc, on voit que rien que sur cette opération-là, on économise 1400 euros par an, donc ce qui fait à peu près… si j'ai des ingénieurs autour de moi ou des mecs avec des calculatrices, bah, ça fait un pourcentage important quand même de gains de tonnes de CO2 rien que sur cette opération. Merci beaucoup. Et tout ça en ayant fait avec le déjà là, quoi. C'est ça qui est important. On n'a pas mis à la poubelle des installations récentes ou qui étaient encore viables. On n'est pas allé lancer la fabrication de nouvelles installations parce que ça aussi, ça consomme du CO2, ça consomme de l'argent, des nouveaux investissements. Donc, faire avec le déjà là et trouver des solutions intelligentes pour réduire la consommation de carbone comme ça, c'est vraiment super quand même. Merci beaucoup, Monsieur Charpentier.
Et en effet, comme on l'a rappelé, c'est la même molécule, hein, le gaz renouvelable et le gaz naturel ou fossile. Et donc, ça ne nécessite aucun investissement, aucune adaptation d'un point de vue équipement ou matériel. Donc, c'est ça qui est assez puissant, je trouve. Et donc là, on voit vraiment deux exemples concrets, très actifs pour Famille et Provence. Donc, merci beaucoup Tout encore à une fait. fois. Alors, une dernière petite chose quand même, avant de passer à la suite. Ceux qui me sont proches le savent, moi j'aime beaucoup le Vercors. Et le Vercors, c'est un endroit où on a des agriculteurs qui souffrent pas mal en ce moment, aujourd'hui, qu'on voit beaucoup sur nos routes et tout ça. Et si grâce à ce processus de méthanisation, on arrive à leur apporter un complément de revenus, tout en préservant la planète, bah, ça serait dommage de s'en priver quand même, hein. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce clin d'œil d'actualité et Merci. encore une fois, on partage tous, toute la filière partage. Il y a effectivement plein d'atouts à la méthanisation, et pas qu'environnemental et économique, mais aussi sociétal. Donc c'est très important en effet de le signifier, d'autant plus en ces moments d'actualité forts. Et donc, je profite pour clôturer un petit peu l'intervention de Monsieur Charpentier, très, très riche d'enseignements, pour faire un appel au peuple et aux personnes qui nous regardent, pour vous signifier l'existence d'un appel à projet fort intéressant sur justement le logement social engagé gaz vert, ouvert à tout l'écosystème du logement social, ouvert jusqu'au 9 février, 16 heures. Attention, pour en savoir plus, n'hésitez pas à scanner le QR code de votre écran, vous aurez les supports ou tapez AAP gaz vert GRDF, ce sera très bien référencé et vous trouverez de l'information ou de contacter vos responsables commerciaux préférés locaux de chez GRDF. Parenthèse terminée, on va maintenant passer à d'autres mécanismes de consommation de gaz vert. On va parler d'autoconsommation collective de gaz renouvelable avec Younes. Oui, tout à fait, Karine. En effet, tout à l'heure, on a vu les mécanismes de consommation de garantie d'origine qui étaient plutôt matures, en fin de compte. Cette fois-ci, on va de l'autre côté de la maturité avec un mécanisme qui est plutôt très récent, qu'on a considéré du coup moins mature, qui est l'autoconsommation collective de gaz renouvelable. L'autoconsommation collective, c'est quelque chose qui va peut-être parler à certaines personnes qui nous écoutent. C'est quelque chose qui est assez connu, notamment en électricité, puisque c'est un mécanisme qui existe depuis 2015 en électricité, donc il commence à y avoir un peu de retour d'expérience sur le sujet. Et le principe, c'est de rapprocher les lieux de production et les lieux de consommation et de les faire fonctionner en circuit court, un peu à l'image de la vente de produits qu'on mange, de fruits, de légumes qu'on fait en circuit court. Et bien là, on ne va pas acheter des fruits et des légumes, on va acheter plutôt de l'énergie en circuit court. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective de gaz renouvelable. Donc c'est un mécanisme qui est très récent, qui est né de la loi accélération des énergies renouvelables de mars 2023 et qui est d'ailleurs à l'état au moment où on en parle encore incomplet puisqu'il manque quelques décrets et arrêtés pour réellement l'appliquer. Néanmoins, ça n'empêche pas certains acteurs comme le CIDEV, on va voir avec eux, de s'y intéresser et de commencer à réfléchir à son application. Le principe, de manière très imagée, c'est de faire en sorte que un pool de consommateurs, un ou plusieurs consommateurs, soient liés avec un ou plusieurs producteurs pour acheter leur production. Et donc tout ceci se fait dans un périmètre géographique qui est défini par la loi, qui actuellement, donc c'est notamment un des sujets qu'on attend pour le moment et qui n'est pas encore défini. Dans quel périmètre géographique on va pouvoir évoluer. On parle d'un rayon de quelques dizaines de kilomètres dans lesquels doivent se situer l'ensemble des producteurs et l'ensemble des consommateurs pour pouvoir réellement s'appeler opération d'autoconsommation collective. Et donc, de manière très imagée, voici à quoi pourrait ressembler une opération théorique du coup d'autoconsommation collective de gaz renouvelable. On a du coup ici un producteur qui vend son gaz à plusieurs consommateurs dans le cas présent, on a mis en place on peut imaginer une flotte GNV avec une flotte privée de la collectivité par exemple, des bâtiments publics, une piscine municipale, mais on aurait pu tout à fait également mettre des bailleurs sociaux. Et à la fois les producteurs et les consommateurs sont reliés par ce qu'on appelle une personne morale organisatrice qui est chargée de finalement piloter cette opération d'autoconsommation collective de gaz renouvelable et qui fait l'interface avec le distributeur qui est GRDF pour l'essentiel du territoire. Donc vous voyez que c'est un mécanisme
relativement complexe qui a des vertus. Sa principale vertu, c'est de permettre de fonctionner en circuit court et de savoir finalement d'où vient le gaz qu'on va consommer, d'avoir une véritable proximité géographique, de remettre le consommateur au cœur de la question énergétique. Et donc pour ça, ça a quand même un certain nombre de vertus, mais il y a encore un certain nombre de questions à lever, notamment des questions purement administratives, des questions également législatives. Donc on attend encore des décrets, des arrêtés pour voir de quelle façon on va l'appliquer, et on va continuer à réfléchir sur ce sujet-là pour savoir comment finalement on va mettre en place ce genre d'opération. Et on travaille sur ces sujets-là avec des collectivités, des syndicats d'énergie. C'est notamment le cas du CIDEV qui va notamment faire un témoignage, entre autres, sur ce sujet-là. Merci Younes. Donc, on l'a vu, l'autoconsommation collective, on l'a bien compris, elle n'est pas totalement stabilisée réglementairement, mais elle ouvre notamment de belles perspectives pour rapprocher les lieux de production et de consommation du gaz vert. Et ça tient à cœur, c'est une volonté forte du prochain intervenant, Laurent Favreau, président du CIDEV, qui nous rejoint pour parler un petit peu de son témoignage. Donc, tout d'abord, est-ce que, Laurent, vous pouvez nous présenter qu'est-ce que le CIDEV ? Bien sûr, c'était un plaisir également. Je voudrais saluer le ministre Charpentier, parce que j'ai bien compris qu'il était prêt à prendre la place. Donc, j'en serais ravi, vu les témoignages, je serais ravi de collaborer avec un ministre aussi déterminé, et ça nous arrangerait bien, nous aussi, les collectivités. Blague à part, je suis aussi agriculteur, donc quand vous parlez du désarroi actuel, sachez que je participe évidemment à toute cette revendication dans le calme, évidemment, pour éviter les tragédies qu'on a pu connaître malheureusement la semaine dernière. Mais je suis aussi vice-président du département de la Vendée, donc ça nous permet véritablement de lier toutes nos politiques, qu'elles soient départementales, mais évidemment appliquées à notre syndicat. Donc le CIDEV, tel que vous me l'avez demandé de le présenter, effectivement, c'est un syndicat départemental, donc qui regroupe toutes les communes et toutes les intercommunalités de Vendée. Donc c'est bien le périmètre du département qui nous concerne et pour lequel nous travaillons. Le CIDEV, c'est à peu près 120 collaborateurs, c'est un budget de 100 millions d'euros répartis sur les différentes thématiques de la transition énergétique telles que vous pouvez les avoir. Donc évidemment, ceux qui nous accompagnent sur la distribution d'électricité et de gaz. Il faut savoir que les réseaux électriques et de gaz appartiennent aux syndicats et donc nous les concédons à des concessionnaires, donc que ce soit Enedis sur la partie électricité ou évidemment GRDF pour 80% de nos communes et 10 pour 20 communes pour une autre société qui s'appelle Sorégie. Donc sur la partie électrique, évidemment, tout ce qui est extension, tout ce qui est renforcement, tout ce qui est mise en œuvre de l'éclairage public, où c'est une véritable force aussi en Vendée. Nous sommes un des territoires pilotes sur ces éclairages-là. Nous sommes à des diminutions très fortes de consommation au point lumineux, donc c'est une stratégie qui est vraiment très importante. Donc la volonté du syndicat, c'est d'accompagner les collectivités dans cette transition à travers aussi l'efficacité énergétique. Donc c'est un plan annuel de 2,5 millions d'euros qui permet aux communes d'investir dans cette transition pour justement éviter la consommation et faire le travail déjà de sobriété énergétique tel que le collègue a pu le définir sur ces bâtiments, sur le logement social, qui est notamment un vrai levier aussi à travailler en amont. Et puis, nous sommes à travailler évidemment sur ces questions de mobilité, des mobilités que nous travaillons à travers les différents schémas et dont nous allons revenir juste après. Et puis, il y a évidemment tout ce travail de réflexion, de projection sur les modèles qui nous permettraient de pouvoir mettre en œuvre des nouveaux contrats de proximité pour acheter cette énergie telle qu'on peut le faire sur l'électricité, mais je vais revenir aussi également après, parce que c'est des véritables demandes
comme vous l'avez dit, Younes, par rapport à de la consommation locale. C'est ce que nous faisons à travers le manger local, hein. C'était une force aussi de notre département vendéen, avec une agriculture de proximité qui nous permet de servir en proximité aussi nos collectivités sur le domaine de l'alimentation. Donc, à voir comment est-ce qu'on peut travailler ces dossiers-là. Donc, le CIDEV véritablement investit au niveau national aussi, hein, sur de nombreuses thématiques avec les autres syndicats pour faire avancer la question de la transition énergétique. Merci beaucoup. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail un petit peu les chiffres clés de la méthanisation en faisant un focus géographique sur la Vendée et peut-être parler de votre politique de mix énergétique menée sur votre département. Effectivement, tel que vous pouvez le voir à l'image, hein, le syndicat n'a pas souhaité mettre ses œufs dans le même panier et ne croit pas effectivement à l'électricité à tout va. Nous sommes pour ce mix énergétique, en tout cas sur la mobilité, mais aussi vrai sur les autres domaines tels que les bâtiments. Donc depuis 2014, nous avions lancé l'électromobilité, donc qui nous permettait d'avoir un schéma électrique de distribution de l'électricité à travers nos bornes de recharge, c'est une centaine de bornes. Mais très vite, nous sommes partis sur la production de gaz vert, et à travers bien le schéma que vous avez là, et les aujourd'hui 38 sites qui sont en fonctionnement, donc 13 en injection. Ça veut dire que les autres étaient au début sur de la cogénération, la production de chaleur qui pouvait servir aux agriculteurs dans le cadre de leurs activités, notamment auprès d'avicoles, qui leur permet véritablement de pouvoir mettre toute cette chaleur issue de la méthanisation au service des bâtiments. Et puis, nous avons aujourd'hui plus de 10% de gaz vert dans nos réseaux, donc, qui est l'objectif de la PPE 2030. Donc, dès 2020, nous étions déjà à plus de 10%. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'horizon 2030, nous soyons arrivés plutôt à un taux de 20% de gaz vert. Donc, aujourd'hui, à travers ce potentiel, c'est 68 gigas d'électricité injectée donc à travers la cogénération, mais également 280 gigas de biométhane injecté dans nos réseaux grâce à tous les sites de production dans lesquels nous sommes des fois co-investisseurs également. Donc, la volonté, c'est véritablement de travailler sur tous ces dossiers-là de méthanisation à la maille vendéenne grâce à tout ce qu'on peut co-investir. Donc, c'est aussi la volonté de notre syndicat, c'est d'avoir créé avec les communautés d'agglomération, communautés de communes, eh bien, des SEM de production, des sociétés de production, et donc qui nous permettent de co-investir aux côtés des porteurs de projets, eh bien, apporter toute l'expertise juridique, technique, financière aussi, grâce à l'investissement des collectivités aux côtés des porteurs de projets, notamment eh bien, ces producteurs de biométhane, les producteurs agricoles, puisque nous, notre seule volonté, c'est que les agriculteurs restent maîtres de leur outil de production, mais qu'on les accompagne, puisque faire de la méthanisation, eh bien, c'est aussi semer d'embûches, et donc l'expérience collective d'animation que nous avons auprès du syndicat. J'ai 2-3 collaborateurs qui sont véritablement spécialisés sur le domaine de la méthanisation pour, dès l'émergence des projets, eh bien, faciliter la sortie de ces projets-là, puisque nous pouvons avoir de la petite méthanisation. Nous avons eu, vous avez certainement entendu parler, hein, vous qui vous intéressez à la méthanisation, un gros projet, un énorme projet juste en marge de la Vendée, en Loire-Atlantique, sur lequel nous sommes positionnés contre, puisqu'à un bout d'un moment, il ne s'agit pas de faire de la méthanisation n'importe comment et pour n'importe qui. Donc, nous sommes plutôt à des projets de méthanisation qui sont à l'échelle des EPCI et qui rentrent, comme vous l'avez dit, hein, dans la loi APER, où nous sommes en train de démarcher l'ensemble des collectivités pour faire déterminer les secteurs qui pourront accueillir cette méthanisation et que nous pourrons investir collectivités, professionnels, et pour desservir eh bien, toute la demande qui peut être en local. Et c'est tout le projet donc, de l'autoconsommation collective. Donc là, vous avez cette distribution hein, que nous avons organisée sur notre territoire.
le syndicat, à travers SACEM, donc Vendée Énergie, est propriétaire de 6 stations de distribution de gaz vert. Nous distribuons uniquement du gaz vert. Donc vous parliez de l'achat des certificats d'origine. Eh bien, nous passons par ce modèle-là pour distribuer uniquement du gaz vert à tous les professionnels qui nous entourent. Donc vous en avez 7 sur la carte, puisque nous sommes co-investisseurs avec Agribiométhane, donc qui était la première station à injecter du gaz vert. Donc là, nous sommes co-investisseurs. Par contre, sur le reste des stations, vous avez les points verts entourés de jaune. Là, c'est les stations qui sont déjà en fonctionnement. Pour vous dire qu'entre 2022 et 2023, nous avons eu une consommation de 66% supérieure. Quand on a dit 66% tout à l'heure dans l'économie, eh bien nous, c'est en vente de gaz qui permet eh bien, aux collectivités et aux différents professionnels de s'approvisionner en gaz vert dans nos stations. Et nous avons 3 autres stations qui sont en étude, qui sont dans les cartons, pour qu'à terme, à 2030, nous pensons atteindre les 10 stations qui maillent l'ensemble du territoire. Vous voyez le mix énergétique, parce que vous n'avez pas ici l'ensemble des bornes électriques, mais vous pouvez les imaginer sur les grands axes départementaux. Vous avez également donc, ces stations d'avitaillement en gaz vert, mais vous avez aussi notre gaz hydrogène que nous accompagnons. Vous savez que nous sommes un département producteur grâce à une start-up que vous devez connaître, qui n'en est plus une aujourd'hui, qui s'appelle Life. Life est né en Vendée et il est né dans ce bâtiment où je me situe aujourd'hui. Nous avons mis en place cette société de production d'hydrogène vert à partir de l'eau de mer, puisque nous ne voulons pas prendre d'eau potable sur le département de la Vendée, qui est un autre sujet, mais à partir des éoliennes, du parc éolien de Boin, qui appartient à Vendée Énergie, avec l'eau de mer, eh bien, nous faisons de l'électrolyse et donc nous produisons cet hydrogène vert, là aussi en local, que nous venons distribuer sur ces stations multi-énergie. La première d'Europe était à La Roche-sur-Yon. Nous retrouvons sur cette station du gaz vert, de l'hydrogène vert et de l'électricité verte étant raccordée à nos centrales de production juste à côté de La Roche-sur-Yon. Nous avons développé la 2e station sur les Sables d'Olonne et eh bien, nous allons continuer ce maillage. Une autre station hydrogène que vous pouvez voir sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puisque la collectivité a souhaité, elle, s'engager pour l'instant sur des bennes ordures ménagères fonctionnant à l'hydrogène. Donc voilà le mix énergétique sur lequel nous croyons, nous investissons aux côtés eh bien, des professionnels pour amortir cette transition de la mobilité décarbonée, mais pas simplement sur l'électrique, puisque nous pensons qu'il va y avoir des soucis. Quand nous sommes propriétaires des réseaux, eh bien, ça ne va pas être facile, il va falloir véritablement adapter, et ça va coûter des millions d'euros, alors qu'ici, nous avons une possibilité de décarbonation qui est le gaz vert, qui fonctionne dans un écosystème de proximité. Vous voyez que les systèmes de production, nous allons nous accompagner, nous en avons beaucoup en stock, nous allons continuer à travailler le dossier pour qu'on ait ce maillage de production et de consommation à travers les professionnels et à travers les collectivités. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de notre travail actuel qui est de proposer ce mix énergétique sur l'ensemble de notre département. Merci beaucoup. Donc, en effet, on retiendra le mix énergétique et non pas seulement un mix électrique. Et j'aime beaucoup l'illustration parfaite de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et il y avait une dernière précision. Laurent, je vous laisse commenter cette slide qui est importante, mais qui va conclure votre discours. Effectivement, quand on vous dit qu'on veut consommer local et produire local, c'est bien beau, mais comment on fait ? Et véritablement, comme ça a été dit juste avant moi, cette production et cette consommation locale en électricité, eh bien on l'a fait. On l'a fait en Vendée à travers nos marchés, puisque nous avons des productions locales. Il faut savoir que la SEM Vendée Énergie produit aujourd'hui l'équivalent de la consommation de toutes les communes vendéennes. Nous produisons à peu près 180 gigawattheures d'électricité verte à travers de nos parcs éoliens, à travers de nos parcs photovoltaïques, et donc à travers un PPA. Donc là, ce n'est pas le BPA, c'est le PPA. Donc c'est pour l'électricité. Nous avons réussi à faire ça et à mettre ça en place. Ça veut dire qu'on sécurise aujourd'hui 30% de la consommation de nos communes vendéennes à travers ce PPA et à travers Vendée Énergie qui vend
au SIDEV une partie de sa production, ce qui représente grosso modo 60 gigawattheures, pour un prix qu'on a fixé pour une longue durée à un niveau de prix. Donc c'est de la perspective qu'on donne aux communes en disant votre budget de fonctionnement, il va être calé sur ce budget-là, puisque nous sommes propriétaires de nos installations. Alors ce que nous avons réussi à faire en Vendée pour l'électricité, nous voulons le mettre en place pour le gaz. Et donc, nous avons été lauréats d'un appel à projet territoire engagé gaz vert, donc lancé par GRDF. Nous avions été lauréats l'année dernière lors du Salon des maires, donc pas 2023 mais 2022. Et donc, nous avons commencé à travailler pour dire comment on peut faire pour faire la même chose au niveau du gaz, c'est-à-dire quand nous sommes aujourd'hui déjà acteurs aux côtés de producteurs de gaz, combien est-ce qu'on arrive à créer cette boucle locale pour aller desservir toutes sortes de projets, ça a été dit, soit des flottes captives de collectivités, soit des piscines, soit de l'habitat social, soit un ensemble de professionnels aussi qui consomment du gaz. Comment est-ce qu'on peut vertueusement se mettre en relation et donner du sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire favoriser aussi l'acceptabilité des projets. C'est-à-dire, vous voyez, chers habitants, qu'on produit ici, on est aujourd'hui capable de vous délivrer cette possibilité de consommation locale, de ne pas aller chercher ce gaz russe qui nous joue des tours quelquefois, et alors qu'on a le potentiel en Vendée, en tout cas, d'avoir cette production équivalente à notre consommation. Donc il faut mettre un certain nombre de choses en place. Pour l'électricité, vous avez parlé de la PMO, la personne morale organisatrice. C'est le SIDEV qui est personne morale organisatrice dans le cadre des projets électriques, c'est-à-dire qu'on facilite cette relation entre ces producteurs et consommateurs. Nous avons voulu prendre la main pour accompagner véritablement nos collectivités, pour les sécuriser, autant dans les montages que dans le discours, et donc faciliter aussi la distribution auprès de consommateurs. Pour le gaz, s'il faut demain créer évidemment cette PMO, je pense que SIDEV pourra également, fort de l'expérience en électricité, également se mettre au service de la PMO pour le gaz. Donc, nous sommes capables de le faire. Nous avons tous les outils sur notre territoire pour le faire. Et aujourd'hui, évidemment, que des bailleurs sociaux, comme Vendée Habitat, que le collègue doit connaître, que Vendée Logement sur notre territoire, ils nous attendent. Ils nous attendent parce qu'ils ont besoin de sécuriser leur modèle, évidemment auprès d'eux, mais auprès de leurs locataires, pour dire, messieurs, pendant 10 ans, pendant 15 ans, avec cette molécule dont on aura fixé le prix ensemble, nous sommes capables de vous dire combien ça vous coûtera. Et je pense que cette stabilité-là, si le gouvernement pouvait l'entendre, ça serait bien, puisque moi aussi, j'aimerais bien qu'on puisse les attendre un peu plus, parce qu'aujourd'hui, franchement, se couper de la possibilité d'équiper en chaudière gaz nos différents bâtiments, nous, on pense que ça aussi, c'est une erreur, alors que nous avons le potentiel en Vendée, mais certainement en France, de pouvoir le produire, et ça ferait du bien, évidemment, au monde agricole. Je termine là-dessus. Je vous remercie. Je crois que, Monsieur Favreau, je crois que notre prochain ministre cherche un directeur de cabinet, il a trouvé. Mais... Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant et le temps passe très vite quand on est entouré de gens comme vous, très engagés et vraiment passionnants. Et donc, on arrive à la 4e partie déjà de ce webinaire qui va être assez courte, mais néanmoins très importante, puisqu'on a un petit peu parlé beaucoup même parlé de gaz renouvelable. Et maintenant, on va aller un petit peu vers l'avenir et donner de la visibilité s'il manquait d'arguments pour le gouvernement, s'il nous écoute. Mais on va vraiment parler donc de gaz de seconde génération et voir qu'il y a tout un potentiel avec Vincent. Oui, merci Karine. Parce qu'effectivement, Younes et nos autres intervenants l'ont dit, l'objectif c'est 100% de gaz renouvelable à l'horizon 2050. Donc on vous a beaucoup parlé de méthanisation agricole, une technologie qui est éprouvée, mature, qui se développe, on sait faire, il y a un fort potentiel, je vous en ai parlé, voilà, 140 TWh, mais ce ne sera pas suffisant pour faire les 100%. Et il y a d'autres technologies qui sont en train d'émerger. Là, qui peuvent aller toucher par exemple des biomasses qui sont non valorisables, encore une fois, en méthanisation. Si on va chercher de la biomasse plutôt sèche, plutôt par exemple les déchets de bois, eh bien il y a une technologie qui est en train de sortir de terre en ce moment, on vous en parle, c'est la pyrogazéification. Et donc on peut faire du biogaz à partir de déchets plutôt secs. Lorsqu'on est sur des résidus plutôt humides, pas forcément utilisables en méthanisation pour certaines caractéristiques particulières, là encore, il y a une autre technologie qui sort, c'est cette fois-ci la gazéification hydrothermale. Et enfin, ça a été évoqué, la production d'hydrogène renouvelable, il va y en avoir de plus en plus, avec des moyens
de NR électrique intermittent et potentiellement on aura un peu de surplus de NR électrique et donc de quoi faire de l'hydrogène renouvelable. Et cet hydrogène renouvelable, si on le réinjecte par exemple dans un méthaniseur, on peut faire ce qu'on appelle de la méthanation et donc produire encore plus de biométhane grâce à de l'hydrogène renouvelable. Donc ces trois technologies sont plus ou moins avancées dans leur développement. Pour ce qui est de la purification, vous voyez qu'il y a déjà près d'une cinquantaine de projets qui sont quand même dans les cartons, avec certains qui ont déjà commencé à être construits. Et donc dans les prochains mois, prochaines années, on va avoir les premières molécules qui vont être injectées sur le réseau. Pour la gazéification hydrothermale, on est un petit peu plus en amont, mais également pas mal de pilotes et de projets en développement. Et pour ce qui est de la méthanation, pour le coup, ça fonctionne. Ça n'a pas forcément complètement démarré en France en termes de capacité industrielle, mais chez nos voisins, par exemple, vous allez aux Pays-Bas, il y a des unités industrielles de méthanation qui sont adossées, accolées à des unités de méthanisation agricole ou industrielle territoriale. Et tout ça, tranquillement, c'est pour ça, on en est convaincu, ça peut nous amener sans aucun souci à 100% de gaz renouvelable à 2050. Avec les chiffres que vous voyez, s'il faut retenir quelque chose quand même aussi sur cette slide, si vous le voyez, ça diminue. Donc le premier credo quand même, c'est la maîtrise de la demande, la sobriété. L'énergie est notre avenir, économisons-la. C'est pas juste un slogan ou une imposition réglementaire à mettre par tous les fournisseurs, c'est en tout cas chez nous, chez les gaziers, notre credo de tous les jours. Merci beaucoup Vincent. S'il y a un chiffre à retenir, s'il vous plaît, messieurs, dames qui nous écoutez, c'est 100% de gaz vert en 2050. On a le potentiel, c'est réalisable. Et donc, avant de passer aux questions, parce qu'une heure et quart, c'est court, avec des gens passionnants, ça l'est encore plus, un guide très bien fait, très complet, est à votre disposition gratuitement. Vous flashez le QR code, deuxième action de ce webinaire, qui apparaît à votre écran, ou vous pouvez le télécharger sur le site de l'ADEME. Et là, vous en saurez vraiment plus. On va rentrer encore plus dans le détail sur les mécanismes de consommation, et on va retrouver même le témoignage de Laurent Ducidev dans ce guide. Et donc, le temps pour moi est venu donc de remercier très chaleureusement tous les quatre pour vos interventions brillantes et passionnantes. Et je crois que nous avions effectivement une question pour Monsieur Charpentier. On a une demande de précision sur le REX, le deuxième REX sur les chaudières individuelles. Pourquoi le bailleur a décidé d'acheter le gaz dans ce cas-là? Voilà, alors, j'ai pas été peut-être très clair dans ma présentation. Dans le premier, où on achète directement, nous, le gaz vert pour alimenter notre chaudière, c'est notre chaudière, on achète le gaz, donc on contracte directement avec le fournisseur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les 10% de gaz vert dans l'appel d'offres au titre du P1 qui était imposé dans l'appel d'offres. Dans le deuxième cas, le consommateur, en fait, pour lui, c'est transparent ce qu'on fait. Le gaz qu'il consomme, en fait, est fourni par son fournisseur. Et nous, en revanche, on passe par la garantie d'origine. Donc, c'est ce mécanisme-là qui est un peu compliqué à comprendre. C'est-à-dire que le gaz qui est consommé dans la chaudière n'est pas forcément celui qui est produit à 200 km de là dans une usine de méthanisation. En revanche, dans ce qu'on fait, on favorise la production de ce gaz. Comme on l'a vu tout à l'heure, il n'est pas forcément toujours au même prix. Donc là, sur les 733 logements du Jas de Bouffan, on a investi 22 000 euros pour pouvoir fournir ces garanties d'origine qui sont comptabilisées sur la consommation de chaque consommateur dans le fameux livret dont on a parlé tout à l'heure, pour pouvoir dire effectivement, les 733 occupants de cette résidence ont consommé tant de gaz vert qui a été produit peut-être à 500 km de là, avec un agriculteur qu'on a subventionné un peu pour pouvoir produire ce gaz vert. Donc c'est ça la relation entre les deux. Vous pourriez me dire, mais pourquoi vous allez dépenser 22 000 euros pour ça, quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte cette contribution à ma décarbonation qu'on a vue tout à l'heure, qui est de l'ordre de 270 tonnes de CO2 par rapport aux 1200. Et là, j'ai consommé 22 000 euros pour un gain de 270 tonnes, là où j'en avais dépensé 30 millions pour un gain de 1200 tonnes. Donc, le rapport investissement-gain est tout à fait intéressant. Et on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, donc déjà, Younes nous disait tout à l'heure, il a constaté 6% de différence de prix entre le gaz vert et le gaz fossile. Nous, dans l'appel d'offres qu'on a fait général, avec l'imposition des 10%, on est quasiment au même prix, quoi. Quand on intègre dès le début dans le processus de mise en concurrence, on arrive à les faire plonger un peu sur le prix du gaz vert. J'espère que c'est plus clair ce coup-ci.
De toute façon, les questions ont été répondues en direct live dans le chat. Celles qui n'ont pas été répondues feront l'objet d'un article d'une foire aux questions détaillée. Et donc, ce sera accompagné du support et du replay de ce webinaire pour ceux qui sont plus visuels et auditifs, et le support pour le reste. Donc voilà, je pense que ce webinaire touche à sa fin. De mon côté, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 21 mars prochain pour le tournage d'une émission CJBAD sur la thématique des solutions hybrides en tertiaire, hautement d'actualité. Et voilà, donc je remercie encore une fois tous les quatre de nous avoir accompagnés par vos expertises et expériences sur ce sujet à enjeu. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt. Merci à tous, merci Karine. Merci, au revoir. Merci. On savait qu'on avait fait un beau deal, on savait que c'était intéressant, on n'avait pas compris ce qu'on avait fait à ce point-là. Bonjour, donc je m'appelle Pierre Véry, je suis vice-président de Grenoble-Alpes Métropole en charge de l'air, de l'énergie et du climat. Je suis par ailleurs maire de Gières, commune de 7000 habitants, des 49 communes de l'agglomération. Je suis Anne-Laure Charpenay, je travaille au sein de la direction transport de la Poste, la branche plus exactement service courrier colis, qui est la Poste des facteurs. Je suis Virginie, donc je vis ici en région parisienne avec mon mari et mes 2 enfants. Moi, je suis Sylvain Godineau, je suis le 2e adjoint de la ville de Lyon, délégué à la transition écologique et au patrimoine. Je m'appelle Jérémy Massayac, je suis dans le groupe Arkema depuis 8 ans et je suis directeur d'achat d'énergie et de décarbonation de l'énergie. Il faut savoir que